18 mars 1978, 3h42 du matin. Les mains de Richard Casanova tremblaient lorsqu'il composa le numéro de téléphone. 12 de ses hommes étaient aux morts. 3 de ses clubs avaient été réduits en cendres. Son lieutenant le plus fidèle avait été retrouvé dans le coffre de sa propre voiture. Et tout cela en seulement 48 heures. Tout cela parce que Richard Casanova avait commis une seule erreur fatale. Il avait essayé de coincer Jacques Mézerine, l'homme le plus dangereux de France. L'homme que la presse surnommait l'ennemi public numéro 1. L'homme qui braquait des banques comme s'il s'agissait d'un hobby. L'homme qui s'évadait des prisons comme d'autres sortent d'un restaurant. Et maintenant Richard Casanova, le boss du milieu marseillais, l'homme qui contrôlait la moitié du crime organisé dans le sud de la France, se terrait dans sa propre maison, sachant que Mézerine venait pour lui. Pour comprendre ce qui s'était passé durant ces 48 heures, il faut comprendre qui était Jacques Mézerine en mars 1978. Ce n'était pas simplement un braqueur de banque, c'était un homme légende, un homme qui avait transformé le crime en art et l'évasion de prison en marque de fabrique. À l'époque, Mézerine s'était déjà évadé 2 fois d'une prison de haute sécurité. Il avait braqué plus de 40 banques dans 4 pays. Il avait enlevé un millionnaire et obtenu une rançon de 5 millions de francs. Il avait écrit une autobiographie qui était devenue un best-seller alors qu'il était encore en cavale. La police de 3 pays le traquait. Interpol avait émis une notice rouge. Mais Mézerine continuait d'agir comme s'il était intouchable, parce qu'à un certain niveau, il l'était. Pas physiquement, mais psychologiquement. Mézerine n'avait peur de rien, ni de la prison, ni de la mort, ni des conséquences. Et cela faisait de lui le type de criminel le plus dangereux, celui qui n'a rien à perdre. Richard Casanova était son exact opposé. Casanova avait construit son empire lentement, prudemment, méthodiquement. Il avait commencé comme voleur à la tire dans les rues de Marseille dans les années 1950. Dans les années 1960, il gérait un réseau de maisons de jeux. Dans les années 1970, il contrôlait la prostitution, la drogue et le racket sur tout le littoral, de Marseille à Nice. Casanova était un homme d'affaires. Il portait des costumes coûteux, déjeunait avec des politiciens, faisait des dons à des œuvres de charité. Il était respectable, ou du moins il faisait semblant de l'être. Mais sous ce vernis se cachait un homme impitoyable. Un homme qui éliminait ses concurrents sans hésiter. Un homme qui avait bâti son empire sur la peur et la violence. En mars 1978, Casanova contrôlait un territoire qui valait environ 50 millions de francs par an. Il avait 200 hommes à sa solde. Il avait des policiers, des juges et des politiciens dans sa poche. Il se croyait intouchable. Ou du moins c'est ce qu'il pensait. Le 16 mars 1978, 2 jours avant l'appel téléphonique, Jacques Mézerine entra dans le casino, le Flamingo, à Nice. C'était l'un des établissements de Casanova. Un endroit où les riches touristes perdaient leur argent à la roulette et au blackjack. Mézerine n'était pas venu jouer, il était venu récupérer de l'argent. Plus précisément 200 000 francs qu'il estimait lui appartenir. Voyez-vous, un mois plus tôt, Mézerine avait braqué une banque à Nice. Travail propre, sans coup de feu, sans témoin. Il était reparti avec 800 000 francs en liquide. Mais il y avait un problème. Il fallait blanchir cet argent. Et pour cela, Mézerine s'était adressé à un intermédiaire nommé Henri Dubois. Dubois devait blanchir l'argent via le réseau de casinos et de boîtes de nuit. Opération classique, commission de 25%. Mézerine devait récupérer 600 000 francs net. Mais un mois passa et Dubois disparut. Téléphone muet. Adresse vide. L'argent envolé. Mézerine commença à poser des questions. Et ces questions le menèrent jusqu'à Richard Casanova. Il s'avéra que Dubois travaillait pour Casanova. Et quand Dubois avait reçu les 800 000 francs de Mézerine, il ne les avait pas blanchis. Il les avait remis à Casanova. Et Casanova, en bon businessman qu'il était, avait décidé de garder l'argent pour lui. Après tout, que pouvait faire Mézerine? Il était en cavale. Il ne pouvait pas aller voir la police. Il ne pouvait pas porter plainte. C'était un criminel sans droit, sans protection. Casanova pensait que Mézerine avalerait la pilule et disparaîtrait. Ce fut la plus grosse erreur de la vie de Casanova. Alors, le 16 mars, 22h, Mézerine entra au Le Flamingo. Il était seul, sans armes, vêtu d'un simple costume noir. Il s'approcha du manager, un homme nommé Pierre Laval, et prononça 4 mots. « J'ai besoin de Casanova ». Laval savait qui était Mézerine. Tout le milieu le savait. Il appela immédiatement Casanova. « Boss, on a un problème. Jacques Mézerine est ici. Il veut vous parler. » Casanova éclata de rire. De rire. « Laisse-le attendre. Dis-lui que je suis occupé. Et s'il ne part pas, que mes hommes le jettent dehors. » Laval transmit le message à Mézerine. Mézerine hocha la tête, sourit et dit
D'accord. Transmets à Casanova qu'il a 24 heures pour me rendre mes 200 000 francs. S'il ne le fait pas, je vais les reprendre moi-même, petit à petit. Puis Mesrine fit demi-tour et partit. Laval rappela Casanova et transmit la menace. Casanova rit à nouveau. Ce cinglé pense qu'il peut me menacer? J'ai 200 hommes, j'ai des connexions dans la police, j'ai tout le sud de la France. Qu'est-ce qu'un seul homme peut faire? Ignore-le. Ce fut la deuxième erreur de Casanova. Le 17 mars, 2 heures du matin. La boîte de nuit La Perle, encore un établissement de Casanova, prit feu. L'incendie démarra dans une remise et se propagea rapidement. Quand les pompiers arrivèrent, le bâtiment était entièrement embrasé. Dommage, 2 millions de francs. À 3h15, une voiture explosa devant le restaurant Le Corsaire, propriété de Casanova. Personne ne fut blessé, mais la vitrine fut détruite. Dommage, 500 000 francs. À 4h30, un videur de l'une des maisons de jeu de Casanova fut retrouvé ligoté et bâillonné dans une ruelle. À côté de lui, un mot. 200 000 francs. Il reste 20 heures. Jacques Mesrine. Casanova fut réveillé par un appel à 5 heures du matin. Son principal lieutenant, un homme nommé Marc Durand, lui annonça les nouvelles. « Boss, on a un problème. Mesrine attaque. » Casanova ne riait plus. « Rassemble tout le monde. Je veux 50 hommes dans la rue. Je veux que chaque établissement soit protégé. Et je veux que quelqu'un trouve ce salaud et le tue. » Durand rassembla les hommes. À midi le 17 mars, il y avait 60 hommes armés de Casanova dans les rues. Ils patrouillaient chaque club, chaque casino, chaque restaurant. Ils cherchaient Mesrine partout. Mais Mesrine était un fantôme. Le 17 mars, 18 heures. Marc Durand rentrait chez lui après une réunion avec Casanova. Il s'arrêta à un feu rouge au coin de la rue Paradis. Un homme en casque de moto s'approcha de la vitre côté conducteur. Durand baissa la vitre, pensant que c'était l'un de ses hommes. L'homme sortit un pistolet et tira 3 fois dans la tête de Durand. Puis il remonta calmement sur sa moto et partit. Les témoins décrivirent de plus tard le tireur comme un homme de taille moyenne, calme, méthodique. Un témoin dit avoir vu le tireur enlever son casque au coin du pâté de maison. C'était Jacques Mesrine. Le 17 mars, 21 heures. Casanova apprit la mort de Durand. Marc n'était pas seulement un lieutenant. C'était un ami de Casanova depuis 20 ans. Ils avaient commencé ensemble dans la rue. Ils avaient rebâti l'Empire ensemble. Et maintenant Marc était mort. Pour la première fois, Casanova ressentit de la peur. Pas de la colère, pas de la rage. De la peur. Parce qu'il comprit quelque chose d'important. Mesrine ne bluffait pas. Ce n'était pas seulement une menace, c'était la guerre. Et Mesrine jouait selon d'autres règles. Le 17 mars, 23 heures. Le casino Le Royal, le plus grand établissement de Casanova, était rempli de gardes. 20 hommes armés à l'intérieur, 10 à l'extérieur. Casanova pensait que c'était sécurisé. Il se trompait. Mesrine ne passa pas par l'entrée principale. Il passa par le toit. Il descendit par le conduit de ventilation, comme dans un film hollywoodien. Il se retrouva dans le bureau du manager au 2e étage. Il y avait un coffre. Casanova y gardait l'argent liquide des opérations quotidiennes, en général environ 300 000 francs. Mesrine força le coffre en 12 minutes. Il prit 280 000 francs. Puis il laissa un mot. « Ta dette? 200 000. J'ai pris 280 000. Le reste, c'est pour le dérangement. La prochaine fois sera pire. Jacques Mesrine. » Le 18 mars, 1 heure du matin. Casanova apprit le braquage. Il était assis dans sa villa à Cannes, entouré de 30 gardes. Mais il savait que les gardes ne serviraient à rien. Mesrine avait déjà prouvé qu'il pouvait s'infiltrer n'importe où, tuer n'importe qui, prendre n'importe quoi. Casanova comprit qu'il avait perdu. Il ne pouvait pas vaincre un homme qui n'avait pas peur de la mort. Il ne pouvait pas intimider un homme qu'on ne pouvait pas intimider. Il ne pouvait pas acheter un homme qui ne voulait pas d'argent, mais justice. Le 18 mars, 3h42 du matin, Casanova composa le numéro. C'était celui d'un intermédiaire, un homme qui pouvait contacter Mesrine. « Il faut que je parle à Mesrine », dit Casanova. Sa voix tremblait. « Dis-lui que je suis prêt à payer. » L'intermédiaire rappela 20 minutes plus tard. « Mesrine accepte de te rencontrer. Demain, midi, café Le Sirocco à Marseille. Viens seul. Si tu amènes des hommes, l'accord est annulé et la guerre continue. » Le 18 mars, midi. Casanova arriva au Le Sirocco, seul. C'était humiliant. Le boss du milieu marseillais, l'homme qui commandait une armée, arrivait seul, comme un quémandeur. Mesrine était déjà assis à une table près de la fenêtre. Il buvait un espresso et lisait le journal. Quand Casanova s'approcha, Mesrine ne leva même pas les yeux. « Assieds-toi » dit Mesrine. Casanova s'assit. « Tu as l'argent » ? « Oui » répondit Casanova. Il posa une enveloppe sur la table. 200 000 francs. Mesrine prit l'enveloppe, l'ouvrit,
compta rapidement l'argent. Puis il regarda Casanova pour la première fois. « Tu as commis une erreur, Richard. Tu as pensé que j'étais juste un criminel en cavale, que je n'avais pas de pouvoir, pas de connexion, pas de droit. Tu as pensé que tu pouvais me voler et que je ne ferais rien. » Casanova resta silencieux. Mesrine continua. « Je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas un businessman comme toi. Je me fiche des empires, des territoires, du respect. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et si quelqu'un essaie de m'arnaquer, je ne vais pas voir les avocats. Je ne négocie pas. Je viens la nuit, et je prends ce qui est à moi. Tu as compris maintenant ?»« Oui, » murmura Casanova. « Bien, » dit Mesrine. « Alors c'est terminé. Mais retiens bien ça, Richard. Si j'entends encore ton nom, si tu essaies de te venger, si tu penses seulement à envoyer des hommes après moi, je reviendrai. Et la prochaine fois, je ne prendrai pas d'argent. Je prendrai ta vie. » Mesrine se leva, prit l'enveloppe et partit. Casanova resta assis à la table encore 20 minutes, immobile. Les gens dans le café le regardaient. Ils savaient qui il était. Ils voyaient c'est qu'il était seul, vaincu, humilié. La rumeur se répandit dans Marseille en quelques heures. Casanova a rencontré Mesrine. Casanova a payé. Casanova a reculé. Pour un homme dont le pouvoir reposait sur la réputation, c'était une catastrophe. Au cours des semaines suivantes, l'empire de Casanova commença à s'effondrer. Ses hommes virent qu'ils pouvaient être vaincus. Ses ennemis virent la faiblesse. Ses partenaires commencèrent à douter. À la fin de 1978, Casanova avait perdu la moitié de son territoire. Ses clubs furent repris par des concurrents. Ses hommes passèrent chez d'autres boss. L'homme qui contrôlait le sud de la France fut réduit à un petit joueur. Et tout cela à cause de 48 heures. 48 heures pendant lesquelles Jacques Mesrine donna une leçon importante au monde du crime. La leçon était simple. La réputation, c'est tout. Casanova avait bâti son empire sur la réputation d'un homme intouchable. Mais quand Mesrine détruisit cette réputation, l'empire s'effondra. Parce que dans le monde du crime, où il n'y a ni loi, ni contrat, ni tribunaux, la réputation est la seule monnaie qui compte. Et Mesrine vola cette monnaie à Casanova en 48 heures. Mais voici ce qui est intéressant. Mesrine ne voulait pas détruire Casanova. Il voulait simplement son argent. La destruction de l'empire de Casanova fut un effet secondaire, une conséquence non intentionnelle. Mesrine prouva quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du pouvoir. Le vrai pouvoir n'est pas le nombre de personnes qui travaillent pour toi. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu contrôles. Ce n'est pas les connexions avec les politiciens ou la police. Le vrai pouvoir, c'est la volonté de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est l'absence de peur. C'est la capacité d'agir quand les autres hésitent. Casanova avait 200 hommes, des millions de francs, des connexions au plus haut niveau. Mais quand vint le moment d'agir, il hésita. Il eut peur. Il recula. Mesrine était seul, en cavale, sans ressources. Mais il agit sans hésitation. Il n'avait pas peur des conséquences. Et cela le rendit plus puissant que l'armée de Casanova. L'histoire de ces 48 heures devint une légende dans le milieu français. Les gens la racontaient pendant des années. Elle devint une leçon pour les jeunes criminels. Ne t'en prends pas à Mesrine. N'arnaque pas un homme qui n'a rien à perdre. Ne pense pas que ton armée te protégera d'un homme prêt à mourir. Jacques Mesrine continua sa carrière criminelle encore 2 ans après l'incident avec Casanova. Il braqua encore 15 banques. Il s'évada à nouveau de prison. Il devint l'homme le plus recherché d'Europe. Mais en novembre 1979, la police française finit par le coincer. Ils tendirent une embuscade dans une rue à Paris. Mesrine tenta de riposter, mais il fut tué sous une pluie de balles. 19 balles atteignirent son corps. La police ne prit aucun risque. Ils savaient qui il était. Ils savaient qu'il s'était évadé auparavant. Ils s'assurèrent qu'il ne s'échapperait pas cette fois. Richard Casanova vécut encore 15 ans après sa rencontre avec Mesrine. Mais il ne retrouva jamais son empire. Il mourut en 1993 d'une crise cardiaque dans un petit appartement à Marseille. L'homme qui avait autrefois contrôlé des millions mourut presque sans le sou. Ses funérailles furent suivies par 12 personnes. À titre de comparaison, quand Mesrine mourut, des milliers de personnes descendirent dans la rue. Pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils le respectaient. Il était une légende, un homme qui avait vécu selon ses propres règles et qui était mort sans se rendre. Voilà ce qui rend cette histoire si puissante. Ce n'est pas simplement une histoire de vengeance. C'est une histoire de ce qui se passe quand 2 types de pouvoirs se rencontrent. Le pouvoir institutionnel contre le pouvoir personnel. Le pouvoir par l'organisation contre le pouvoir par l'action. Le pouvoir par la peur contre le pouvoir par le courage. Et dans cette confrontation, le pouvoir personnel l'emporta. Parce qu'en fin de compte, quand tout s'effondre, quand il n'y a plus d'armée, plus d'argent, plus de connexion, il ne reste qu'une seule question. Qui est prêt à aller plus loin?
Qui est prêt à tout risquer? Qui n'a pas peur des conséquences? Dans le cas de Mesrine et Casanova, la réponse était claire. Mesrine était prêt. Casanova ne l'était pas. Et cette différence décida de tout. 48 heures changèrent l'équilibre du pouvoir dans le sud de la France. 48 heures prouvèrent qu'un seul homme sans peur peut détruire un empire. 48 heures montrèrent au monde du crime que la réputation peut se construire pendant des années et se détruire en 2 jours. Si cette histoire vous a accroché, mettez un like tout de suite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Nous publions des histoires comme celle-ci tous les jours, et croyez-moi, la prochaine est encore plus dingue. Laissez un commentaire et dites-moi, est-ce que Casanova aurait pu agir autrement? Auriez-vous laissé Mesrine en vie à la place de Casanova? Et activez les notifications, parce que la semaine prochaine, on vous racontera l'histoire de la fois où Mesrine a braqué une banque déguisée en policier et est reparti avec 3 millions de francs sous le nez de la vraie police. Vous ne voudrez pas rater ça. Souvenez-vous, dans le monde du crime, le respect ne se donne pas, il se gagne. Et Jacques Mesrine l'a gagné à chaque balle, à chaque évasion, à chaque braquage. Il était l'ennemi public numéro 1. Mais pour ceux qui connaissaient son histoire, il était bien plus que ça. Il était un homme qui n'a jamais reculé, un homme qui n'a jamais abandonné, un homme qui a montré qu'un seul individu avec suffisamment de courage peut changer les règles du jeu. Et ces 48 heures de mars 1978 l'ont prouvé une fois pour toutes.